Analyser Jim Morrison à l'heure actuelle, c'est toujours avoir la sensation que la perdition est un abîme. Dès le début des années 60, Jim Morrison y entre dedans par une consommation d'euphorisants avec un appétit qui n'est pas celui de tout le monde. Tout est bon pour provoquer le dérèglement des sens. Alcool, cocaïne, héroïne, hallucinogènes. On se demande si les drogues douces ont encore leur part d'intérêt pour un tel individu. Vers la fin de sa vie, rarement on le voit dans un état psychique normal. D'ailleurs, il est difficile de définir ce que c'est que cet état chez lui. C'était quelqu'un qui avait pris l'habitude de boire dès le matin et dont l'ivresse était tellement progressive qu'il devait boire beaucoup avant qu'elle devienne visible. Il ne fait pas de doute que ces substances sont la cause directe de sa mort, qui a mis près d'une décennie depuis le temps où il fréquentait les bas-fonds de Los Angeles. Quelques jours après sa mort, le Figaro titrait dans son dernier numéro Jim Morrison est mort, mais son cadavre bouge toujours. En 2014, Marianne Faithfull fait des révélations au magazine Mojo qui ne passent pas inaperçues. Il y a eu des confidences de témoins directs de la mort de Jim faites avant cette interview et d'autres faites après, mais qui, ayant cette interview pour élément central, permettent de dire aujourd'hui que son corps bouge moins, même s'il reste des zones d'ombre. Aujourd'hui, la question de sa mort tient plutôt à ce que Jim Morrison ait été pris dans un contre-feu entre une contre-culture politiquement de gauche et un système républicain. Jim Morrison est né à Melbourne, en Floride, le 8 décembre 1943. Il a une sœur Anne et un frère Andy, qui sont tous deux plus jeunes que lui. Entre Washington, la Californie, le Nouveau-Mexique, la famille Morrison vit en perpétuel déménagement. Jim développe un caractère instable. Il est un enfant difficile, capable parfois de démontrer des capacités brillantes pour son âge. Asocial, il se réfugie très souvent dans la lecture de romans. Plus tard, il étudie Rousseau, Montaigne, David Hume, Sartre ou encore Gustave Le Bon. En 1963, Jim Morrison s'inscrit dans un cours d'histoire médiévale européenne. Il s'intéresse à un peintre de cette époque, Jérôme Bosc. En 1964, Jim entre dans une nouvelle faculté de cinéma à Los Angeles, l'UCLA. Depuis 1962, le LSD est réglementé, mais très facile à se procurer dans ce milieu. Jim expérimente cette drogue. À l'automne, il prend des notes techniques et à caractère philosophique sur le cinéma. Elles sont publiées en 1969 dans son livre The Lords. La publication de ce livre sera fondamentale pour l'émanciper d'une certaine problématique où les Doors seront enclavés. En effet, la musique des Doors suggère très fortement un cycle de vie. Elle sera une circonvolution du poetry reading. Le poetry reading, qui à sa base, début des années 60, est un piano-bar où des gens viennent y lire leurs poèmes, vient de la culture du tuning des années 50. De longues et nouvelles routes, que l'on appelle autoroutes, traversent les États-Unis. Les nouvelles voitures sont équipées de radios capables de syntoniser sur des fréquences qui s'établissent le long de ces voies. Les gens qui aiment ce style de vie aiment allier la liberté de voyager avec le confort de la vie moderne. Pour en revenir à la musique des Doors, elle essaie de mettre en exergue le moi profond de la personne avec tout ce qui est en connexion avec lui, face à un système qui, à travers ses codes et lois, élabore son propre archétype du moi, qui est par nature superficiel et linéaire. Au mois de juillet de 1965, Jim commence à écrire des chansons qui vont figurer dans les 3 premiers albums des Doors. Jim est diplômé de l'UCLA et vit sur le toit d'un entrepôt près de Venice Plage. Il aurait dû partir pour New York, réaliser des films comme il l'avait annoncé. New York est la ville où on tente sa chance. On fait d'abord des petits boulots comme la publicité. On peut à la limite devenir photographe-reporter. Si tout se passe bien, on fait des courts-métrages. On travaille aussi pour des magazines. New York est le meilleur endroit pour démarrer. Un jour qu'il se promène sur la plage, il croise Ray Manzarek, qui est diplômé tout comme lui de l'UCLA. Ray est organiste dans un groupe tendance.
Il a déjà du succès dans le quartier. Ray demande à Jim de chanter une de ses chansons et il est convaincu par ce qu'il entend. Ray forme un nouveau groupe avec Jim dedans. Il recrute le batteur John Densmore et le guitariste Robbie Krieger qu'il présente à Jim. C'est Jim qui trouve le nom du groupe. En fin d'été, il rencontre Pamela Courson, avec qui il a une relation officielle. Pamela est née à Weed, en Californie. Elle est à Los Angeles depuis 1963. Elle se pique à l'héroïne, ce que ne partage pas Jim, qui est réticent aux piqûres. Les influences musicales des Doors sont variées et nombreuses. Jazz, classique, flamenco ou encore musique amérindienne. Quant à Jim, il a d'abord un talent sombre qu'il transforme en bon génie, chose que remarque en juin 1966 le producteur Jack Holzman de la maison de disques Elektra et qui fait signer les Doors pour 6 albums. Le premier scandale des Doors éclate au Whisky à Gogo. Morrison raconte l'histoire d'un assassin qui entre dans une maison où il trouve dans une salle ses parents à qui il déclare son complexe d'Oedipe. Les Doors sont virés avant que la chanson se termine. En septembre, Jim voit ses parents pour la dernière fois, lors d'une réunion complètement ratée. Il déménage avec Pamela à Rosedale Trail, dans le quartier de Laurel Canyon. Elle finit par avoir comme amant Jean de Breteuil, un dealer qui fournit les stars. Il est issu d'une famille aristocratique française, le tonnelier de Breteuil, dont le château de famille se situe à Choiseul, dans les Yvelines. Après avoir dilapidé la fortune familiale, Jean est fournisseur parmi les célébrités en vogue pour subvenir à son addiction aux drogues dures. Il entretient des liens avec la French Connection qui inonde de ses fournitures le marché américain. Cette infiltration de la drogue fait que les relations entre la France et les États-Unis sont litigieuses. En automne, les Doors enregistrent leur éponyme premier album. Jim Morrison est très inspiré par Elvis Presley, au point que le titre Break On Through a un pas très rabâché. L'album sort en début de l'année de 1967, et le single Like My Fire, qui sort en juin, dope les ventes de l'album. Au cours de l'été, les Doors enregistrent leur meilleur album, Strange Days. Le jazz est le tempo qui convient le mieux au groupe. Le 9 décembre 1967, à New Haven, Jim est interpellé en plein concert par la police présente. Les inculpations sont comportement immoral, trouble à l'ordre public et refus d'obtempérer. Cette situation est le résultat d'une habitude de raillerie et de pousser le public à la rébellion que Jim prend. Jim observe par son arrestation à laquelle le public ne s'est pas opposé que celui-ci demeure trop spectateur du message des Doors. Jim est profondément déçu par son expérience dans la musique, ce qui l'amène dans un premier temps à boire et à se droguer plus. Jim pensait que le climat révolutionnaire aurait permis de faire accepter ce que véhiculent les Doors plus facilement. Les gens sont plus convaincus par les codes du système, qui sont basés sur l'anonymat, les moyens d'attaque, de défense, protection et l'efficacité, plutôt que la recherche du moi profond. Jim Morrison est quelqu'un qui essaie de mettre à bas tout ce qui préalablement était important pour lui. On peut parler d'une autodestruction méthodique sans but précis. Pendant l'enregistrement tendu de l'album Waiting for the Sun, l'envie de quitter la musique est déjà présente. Jim devient un chanteur pour filles sentimentales, avec le titre 5 to 1. Les vrais faire-valoir de l'album sont My Wild Love et Yes, the River Knows. À la fin de l'enregistrement, Jim déclare aux Doors qu'il est en passe d'arrêter la musique. Ray le convainc de rester 6 mois de plus. Le mois de l'achèvement de l'album, Jim rencontre le poète Michael McClure. Celui-ci va faire partie de son cercle de relations et va l'aider à prendre de la distance avec le Star System. Au cours du mois de septembre, les Doors tournent en Europe. Jusque-là, les Doors eurent tendance à occidentaliser leur musique. Waiting for the Sun est un sommet dans cette voie, qui pour le coup est une tendance de l'époque. C'est ça qui rend d'ailleurs l'album un peu grandiloquent. Pourtant, sur les scènes des villes européennes, cela frôle l'accident dans la tête de Jim. Quand un artiste joue une musique qui n'est pas celle de sa culture d'origine, il est probable que celle-ci vienne à sonner faux. C'est ce qui arrive aux Doors, qui lors de l'enregistrement de l'album de Soft Parade vont reprendre,
pour pallier à ce problème des styles de musique comme la country, le folk ou le blues, qui leur sont, en tant que descendants de colons, beaucoup plus traditionnels. Mais encore en Europe, Jim installe le drapeau unien sur le sol de la scène et décide de substituer les titres les plus problématiques par des standards de blues. L'enregistrement de The Soft Parade commence avant la tournée européenne et se prolonge pendant la première moitié de l'année de 1969. Les Doors sont devenus un groupe politiquement correct de la contre-culture de gauche californienne. Robbie Krieger sauve l'album en écrivant les meilleurs titres qui sont symphoniques. Il est ainsi secouru par les possibilités illimitées qu'a la musique classique. En début d'année, Jim rencontre Patricia Kennelly, qui est journaliste influente au magazine Jazz & Rock et prêtresse Wicca. La plus longue tournée prévue des Doors démarre le 1er mars. Le premier concert a lieu à Miami. L'incurie des organisateurs est pointée. Ils vendent plus de billets qu'il n'y a de place dans une salle qui n'a pas la climatisation nécessaire. De son côté, Jim manque les 2 premiers avions et arrive avec plus d'1 heure de retard. Sur la scène, il est ivre, incapable de chanter. Le concert finit dans un désordre incontrôlable et le 5 mars, un mandat d'arrêt est délivré contre Jim avec 4 chefs d'accusation: comportement indécent, exhibition indécente, outrage aux bonnes mœurs et ivresse publique. Jim risque de la prison et la confiscation de son passeport. Les autres concerts sont, pour plusieurs mois, annulés. Cette même année, Jim publie à compte d'auteur ses notes prises sur le cinéma dans son livre The Lords. Jim voit le cinéma comme un obscurantisme ritualisé. Pour lui, le cinéma n'est pas un véhicule culturel qui montre la réalité, mais ce que le système veut bien montrer. Les images ne sont que l'expression d'une généralisation de l'individu, une sorte de superficialité qui rejoint, comme il a été signifié tout à l'heure, un moi de surface aux codes et aux règles qui rejoignent, même si différents, un niveau égal aux codes et aux règles du système. Les images cinématographiques sont finalement les ombres que les prisonniers enchaînés voient sur les murs de la caverne de l'allégorie de Platon. Le système gagne à tous les coups car, dans cette question de niveau, il ne joue que contre lui-même. En tant que joueur contre lui-même, son bon sens et sa force prévalent toujours sur les erreurs qu'il peut engendrer. En septembre, les Doors entament les répètes pour l'album Morrison Hotel Hard Rock Coffee. Il convient de comprendre maintenant le rapport social à la vérité qu'entretient Jim. La vérité, il ne la pratique pas très souvent avec les autres, mais il va plus loin en adoptant une certaine stratégie. Avec le temps, il s'est fait plusieurs cercles d'amis qui ne se rencontrent jamais. Il y a le cercle de la musique, de la littérature, du cinéma, etc. Ce qui est étonnant, c'est que chaque cercle a une opinion de Jim que les autres cercles ne connaissent pas. Jim brouille les pistes sur qui il est vraiment. Le début de l'année de 1970 se passe plutôt bien. Les concerts sont parmi les meilleurs moments des Doors. L'enregistrement de ces concerts sera favorisé pour l'album Absolutely Live, qui sort en juillet. Le clou de ce spectacle est le titre The Celebration of the Lizard, qui est une compilation de tous les titres que les Doors n'ont pas joués. Ce matériel reflète déjà ce que l'album va démontrer. La musique de la fin des années 60 est moins idéaliste que celle de leur début. Même si l'album Morrison Hotel est acclamé, il n'en est pas moins celui d'un groupe sans direction musicale. Pour les Doors, c'est un album de titres de second plan et décadent, sauf pour Maggie McGill. Le batteur John Densmore joue un rythme amérindien, mais qui est très bien encadré par Robbie Krieger, qui joue du blues dessus. Le nouveau son Doors, le Chicken Blues, est trouvé. Les éditions Simon & Schuster publient de Jim The Lords and the New Creatures dans un seul et même livre. Dans sa façon d'écrire, Jim recherche beaucoup l'implication du lecteur pour que celui-ci entre plus facilement dans l'expérience littéraire plutôt que d'être simplement spectateur. En août, Jim demande à Patricia d'avorter, ce qu'elle fait. En septembre, Jimi Hendrix meurt. En octobre, c'est Janis Joplin. Brian Jones est mort en juillet de l'année d'avant.
Beaucoup de gens demandent à Jim de faire attention avec les drogues dures qui ne sont pas assez coupées. Le 11 et le 12 décembre, Jim donne ses derniers concerts avec les Doors à Dallas et à Nouvelle-Orléans respectivement. Au printemps de 1971, juste après avoir fini sa part d'enregistrement pour l'album Hello Woman, Jim quitte les États-Unis pour Paris où il va rejoindre Pam, parti à peu près un mois avant lui. Jim est encore sous la possibilité de graves condamnations pour ce qui est arrivé le 1er mars à Miami et cherche par ce voyage plusieurs choses comme à se faire plus discret et à donner une image plus apaisante de lui-même en troquant son statut dans le star system pour le cinéma et la littérature, milieux dans lesquels il va s'immerger à Paris. De plus, il est sous le coup de la confiscation de son passeport. Il cherche donc à profiter le plus possible de ce document. On peut parler d'un véritable déménagement. Il s'installe avec Pamela dans l'appartement de la mannequin Elisabeth Larivière, rue Beautreilly, et a rendez-vous avec Agnès Varda, Jacques Demy et d'autres réalisateurs de films, dans l'espoir de faire avancer le sien, Highway. Il assiste avec Alain Ronet, une connaissance intime qui a fréquenté tout comme lui Lucas, pendant une journée au tournage de Peau d'âne. Il visite les quartiers de Paris, écrits sur des bancs de jardin comme celui de la place des Vosges. Avant l'arrivée de Jim à Paris, Pamela avait déjà rejoint dans cette capitale son amant Jean de Breteuil, qui était déjà là aussi. C'est toujours lui son principal fournisseur de drogue. Jim recommence à boire, sortant la nuit pour écumer les bars. Il constate des problèmes respiratoires qui s'apparentent à de l'asthme. À l'hôpital américain de Neuilly, on lui diagnostique une insuffisance cardiaque et un œdème pulmonaire. On lui conseille de prendre du repos en quittant Paris. C'est ce qu'il fait en compagnie de Pamela. Il visite la Provence, la Corse, l'Espagne, puis le Maroc. Ils sont de retour à la rue Beautreilly en mi-mai. Les Doors font un retour très remarqué avec Hello Woman qui sort le 19 avril. L'album est un parcours de différents styles musicaux états-uniens. Le titre de Changeling donne de la force à l'album. Lover Madly et I've Been Down So Long font partie de l'époque décadente des Doors, ce qui laisse à conclure qu'ils sont les premiers enregistrements de cet album. Car Rise by My Window montre qu'il y a une évolution. Le titre éponyme montre que Jim n'a plus rien à dire aux Doors. C'est aussi la dernière fois qu'il chante avec eux. Hyacinthe House est un des meilleurs titres. Crawling King Snake est à l'origine un blues de John Lee Hooker. La pop rock ne saurait être aussi expressive que le blues, mais Jim est poétiquement inspiré. The Wasp, Texas Radio and Big Beat est une maquette. C'est un big bang qu'il faudrait. Sur Riders on a Storm, Ray Manzarek joue de façon très personnelle. Il semble exprimer que les Doors sont au bout de leur logique. On s'aperçoit déjà sur l'album que Jim nourrit d'autres projets que celui de la musique. Il lui a donc fallu beaucoup de courage pour faire un album pareil. Il faut comprendre que les Doors, ce n'est pas que de la musique. C'est aussi une histoire qui évolue à longueur de temps, question de ne pas ennuyer l'auditeur. Dans une histoire, il y a des personnages. Jim en joue un qui représente toutes les facettes séduisantes de la Grèce antique. Ces personnages sont un peu le côté obscur des meilleurs artistes de cette culture pop-rock. Le personnage de Jim rend présent son sujet, sans pour autant le situer dans le temps et dans la vérité. Avec un peu de recherche, on s'aperçoit que le personnage n'est pas que brillant. Il a un côté sombre. La Grèce antique est une civilisation basée sur l'esclavage, parce qu'empirique. Ce personnage véhicule donc des notions dont les intérêts servent un système auquel ce vieil empirisme grec adhérerait, car tout empirisme a besoin d'un système économique viable, comme le libéralisme de type merchandising. Jim n'a, par son éducation catholique, rien à voir avec les valeurs matérialistes de ce personnage, mais il pensait qu'il ne le jouerait que passagèrement. Dans ce sens, il avait raison de vouloir arrêter cette musique après l'enregistrement de Waiting for the Sun. Paul Rothchild, le producteur des Doors, n'a pas produit Hello Woman parce que Jim faisait la grève du personnage et que tout le monde était en train de le suivre dans ce raisonnement. C'est l'assistant de Paul, Bruce Botnick, qui produisit l'album tout en sachant amener le personnage dans les codes de la nouvelle génération.
Ces personnages sont à double facette, dont l'une cache l'autre. Ils véhiculent l'idéologie du vrai système, le consumériste qui n'est ni de gauche ni de droite. Le 14 juin, Jim appelle John Densmore pour savoir comment se passent les ventes de Hell Woman. Jim est heureux d'apprendre par lui que l'album se porte formidablement bien. Il avait déjà préalablement appelé Ray à ce sujet. John reste avec l'impression que Jim a envie de revenir pour enregistrer un nouvel album. Vendredi 2 juillet, Jim déjeune place des Vosges avec Alain Ronet. Jim tousse sans cesse. En fin d'après-midi, ils prennent un pot, place de la Bastille. Il est secoué par une crise de hoquet. En début de soirée, Alain quitte Jim pour un dîner prévu avec Marianne Faithfull. À 9h45 du jour suivant, l'inspecteur Jacques Manchez arrive dans l'appartement du couple Courson-Morrison pour écouter la déposition de Pamela au sujet de Jim qu'elle a trouvé mort dans la baignoire. Elle lui raconte une jolie histoire à dormir debout. Le soir du jour d'avant, à 21h, Jim aurait dîné dans un restaurant du coin. À 22h, il serait revenu à l'appartement chercher Pamela et seraient allés au cinéma ensemble. Le 3 juillet, vers 1h du matin, ils rentrent toujours ensemble. Ils écoutent dans l'appartement des disques des Doors jusqu'à 2h30. Vers 3h30, Jim a une respiration anormale qui réveille Pam. Elle réveille Jim à son tour. Jim va alors dans la salle de bain et coule un bain pour lui. Jim, dans la baignoire, appelle Pam et vomit devant elle 3 fois. La troisième, ce n'était que du sang. Jim aurait rassuré Pam, qui serait partie se rendormir. À 6h du matin, Pamela se réveille à nouveau et ne trouve pas Jim à côté d'elle. Elle court à la salle de bain et constate qu'il est mort. Pamela téléphone à Alain Ronet. Alain est chez Agnès Varda. À 9h21, Agnès appelle la caserne des pompiers. Ils interviennent lors d'une procédure normale et constatent le décès de Jim. Il est constaté une effusion de sang venue de la narine. Agnès Varda et Alain Ronet arrivent entre-temps. À 18h, le médecin Max Facile rapporte par écrit que cette mort est due à un infarctus du myocarde. Les troubles coronariens sont de nouveau mis en évidence. Cette version est encore aujourd'hui l'officielle. En tout état de cause, le 7 juillet, Jim est enterré au cimetière du Père-Lachaise parce qu'aux États-Unis, personne n'est censé être au courant pour réclamer le corps. À l'enterrement assistent Bill Siddons, le manager des Doors, Robin, la secrétaire des Doors, Pamela, Alain et Agnès. L'enterrement se passe dans la 6e division du cimetière et dure, selon Bill, une dizaine de minutes. Pamela y lit les derniers vers de The Celebration of the Lizard. C'est le 9 juillet que Bill annonce de retour aux États-Unis la nouvelle de cette mort. Le Figaro publie son fameux article suite à la mort de Jim Morrison, dont le titre est « Jim Morrison est mort, mais son cadavre bouge toujours » pour pointer toutes les invraisemblances de l'enquête. La vérité, c'est qu'il existe des indices et des éléments de preuve qui vont dans le sens d'une version beaucoup plus dérangeante. Dans la version officielle, Pamela découvre Jim mort vers 6h du matin. Pourtant, à 4h, la comédienne Zouzou, qui est une amante de Jim à Paris, est déjà informée par son dealer de la mort de celui-ci par overdose. Il pense que c'est lui qui lui a vendu la dose fatale. Toujours sur les coups de 6h, Cameron Watson, le DJ en place dans la discothèque La Bulle, annonce au petit monde qui fait partie de la soirée la mort de Jim, que 2 clients dealers lui avaient préalablement annoncé. Le fait est qu'à ce moment-là, tout le Paris de la drogue est déjà en branle de cette mort. Un nouveau coup de théâtre surgit en 2014. Marianne Faithfull, alors en promotion de son album Give My Love to London, donne sa nouvelle version des faits au magazine Mojo. Elle était à l'époque la petite amie attitrée de Jean de Breteuil. Ce couple circulant en France est depuis peu installé dans le Junkie Aristo, un hôtel 4 étoiles de la rue des Beaux-Arts. Jean annonce à Marianne qu'il va voir Jim pour lui remettre un colis d'héroïne provenant de Marseille. Marianne reste dans la chambre d'hôtel tandis que Jean se rend à ce rendez-vous avec un dealer de la French Connection.
Cette histoire, qui ne passe pas inaperçue dans les milieux médiatiques, vient à se recouper avec de nombreux témoignages. En effet, ceux-ci accréditent que lors de la journée du 2 juillet, Jim était au Rock'n'Roll Circus, une discothèque au 57 rue de Seine qu'il fréquentait. Jim était déjà dans l'établissement quand deux dealers qu'il connaît le rencontrent pour qu'il réceptionne un colis d'héroïne destiné à Pamela. Jim serait monté aux toilettes du premier étage et, après s'être enfermé dans l'une d'elles, aurait sniffé une dose tout à fait normale d'héroïne. Un beau moment ayant passé, un du personnel de la sécurité ouvre la porte et trouve Jim affalé sur lui-même avec le colis à la main. Un médecin appelé à l'aide constate la mort de celui-ci. Le patron de la discothèque ne veut pas que l'on appelle la police secours. Ce n'est pas les pompiers qui intervenaient à cette époque-là dans les lieux nocturnes et laisse les deux dealers s'occuper de ramener le corps chez lui. Ils sont aidés par Patrick Chauvel, un photographe reporter de l'agence SIPA qui fait quelques petits extras dans le club en attendant de repartir en mission. Le corps de Jim est emporté enroulé dans un tapis jusqu'à ce qu'il soit dans un espace non autorisé aux clients. On le débarrasse alors du tapis et on le traîne le plus debout possible jusqu'à une voiture qui attend rue Mazarine. Pamela serait présente. Dans l'appartement de la rue Beautreillis, on a essayé de ranimer Jim avec de l'eau froide. Il y a des informations sur le fait que l'héroïne était du même type que celle qui a causé la mort de Jimi Hendrix ou Jenny Joplin, une très pure. Après l'accident, la discothèque ferme cette nuit-là. Dans l'appartement de la rue Beautreillis, comme on n'arrive pas à ranimer le corps de Jim, Pamela appelle Agnès Varda. C'est Agnès qui, selon son aveu tardif à Philippe Manœuvre, monte tout le scénario que Pamela raconte à l'inspecteur de police. C'est un scénario qui arrange Pamela, à qui l'héroïne est destinée. D'un autre côté, l'image de Jim est ainsi préservée du fait qu'il soit mort dans des toilettes d'une discothèque. Il y a aussi la famille de Breteuil qui ne veut pas que son image soit ternie. Et à un niveau plus haut, le gouvernement français, à cause du dossier French Connection, qui prend avec la famille de Breteuil une nouvelle tournure, l'aristocratique. Voilà pourquoi, malgré les nombreuses zones d'ombre et d'incohérence de la version de Pamela, la contre-enquête ne se serait pas faite. C'est ce qui expliquerait aussi pourquoi l'enquête officielle ne s'est pas prolongée au-delà de l'autorisation d'inhumer Jim. Des rumeurs circulent que Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, aurait retenu jusque-là l'information de cette mort. Jean de Breteuil quitte, accompagné de Marianne Faithfull, Paris pour Marrakech le 4 juillet. Le Maroc étant un pays où Jean peut, grâce aux relations de son père, bénéficier de facilités diplomatiques. Il n'y a que la possibilité qu'il ait été mis au courant de la mort de Jim dès le soir du 2 juillet qui peut expliquer un tel départ. Ce temps est fondamental pour ce genre de facilité à cause du travail des intervenants qui sauvegardent les intérêts et évitent le scandale. Jean de Breteuil est lui-même mort d'overdose en 1972, soit l'année suivante. Jusqu'à cette interview de 2014, Marianne Faithfull ment, d'abord sous l'influence de Jean, et ensuite pour ne pas se contredire ni s'impliquer. Pour elle, durant toutes ces années-là, Jean n'a vendu aucune drogue à Jim. Ainsi, au-delà d'une enquête bâclée, les témoins se permettent beaucoup de dissimulation de vérité à cause d'intérêts personnels et d'une mort qui leur échappe totalement. Dans le fond, il y a toute une bande de petits joueurs. Les dealers qui essaient de se protéger, Pamela qui fait de même et à qui le collier était destiné, le patron du Rock'n'Roll Circus qui ne veut pas de mauvaise publicité pour sa discothèque. Mais, comme je l'ai dit aussi, il y a les affaires d'un joueur plus gros, qui est l'État français. Quand on analyse tous ces joueurs, on se rend compte qu'aucun d'eux ne maîtrise la situation et ne fait que la gérer à son niveau. On peut donc penser à raison qu'il existe un joueur beaucoup plus gros que tous, et c'est de celui-ci dont il serait raisonnable de parler. On peut se poser beaucoup de questions sur cette héroïne.
Quel intérêt de la vendre aussi pure? Dans la guerre que les États-Unis font à la French Connection, cela serait un moyen pour la CIA de discréditer celle-ci, tout en portant un coup contre le mouvement de la contre-culture. L'entourage de Jim était déjà resté perplexe lors du procès du concert de Miami. Le litige le plus grave de cette affaire, encore en cours à la mort de Jim, consiste à apurer, si oui ou non, celui-ci a montré son sexe au public. Dans ce sens, les choses sont en sa faveur. Le témoin principal est Bob Jennings, le fils d'un policier qui dit l'avoir vu exhiber. Or, c'est bien là un témoignage qui n'atteint pas ses objectifs. Il y a eu ce soir-là énormément de captures d'images pour que l'on puisse raisonnablement dire que Jim n'a pas sorti son sexe. Bien plus tard, le manager du groupe, Bill Siddons, avouera le fin mot de l'histoire. Jim avait effectivement l'intention de le sortir, mais Bill a amené Jim de force dans les coulisses. C'est pourquoi il n'y a pas de capture d'images litigieuse. Jim, sur les conseils de son avocat, s'était déjà débarrassé de toute préméditation obscène, en affirmant qu'il était saoul et ne se rappelait de rien. Le fait est, pour qui connaît bien le dossier, que les autorités cherchaient déjà à ce moment-là à arrêter Jim pour provocation à la rébellion contre l'ordre public. Que craignent donc les autorités états-uniennes? Le père de Jim, George Stephen Morrison, est un des officiers responsables des manœuvres dans le golfe du Tonkin qui ont permis l'entrée des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Jim, qui a coupé tout lien avec sa famille, est le prototype même d'une jeunesse que le gouvernement, en plein dans cette guerre, combat. La réussite de Jim est un mauvais exemple pour la jeunesse dans l'optique de ce gouvernement. La jeunesse est réceptive aux idées que véhiculent des leaders d'opinion comme Jim. Le terme « War is over » de la chanson de Hank No Soldier des Doors est repris en slogan par les opposants politiques. Jim est une icône dans cet antisystème. Par son style de vie, par ce qu'il représente, il discrédite la politique du gouvernement, comme Janis Joplin, qui est l'exemple de la femme libérée, ou Jimi Hendrix, qui est un exemple de liberté pour les minorités. Le gouvernement unien est puritain. Il croit en la race, à la séparation des communautés, à l'histoire particulière et unique de la race occidentale. Il est le garant de la culture. Les mouvements de contre-culture sont, comme l'indique le nom, contre cette culture. Il n'en demeure pas moins politiquement de gauche, contre les républicains de droite. Il y a eu une stratégie gouvernementale de dissolution de ces mouvements qui a pris plusieurs niveaux de contre-attaque. Un d'eux a consisté à arrêter les leaders d'opinion. Ils étaient activistes politiques ou artistes comme Jim. Tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, de politique mondiale, dont la guerre du Vietnam est la pierre angulaire. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Richard Nixon a compris le profit à faire plier les opposants. Des journalistes ont été mis sous écoute par ce qu'ils disaient sur Kennedy ou sur l'autorisation de nudité dans l'œuvre artistique. Jim était un progressiste démocrate, une tendance très libertaire de ce parti. Jim est issu d'une classe privilégiée. Il se sert de la musique populaire pour faire passer ses idées. Dans les années 70, une certaine réalité de cette musique reprend le dessus. Ce qui s'appelle le glam rock est rempli d'artistes issus des classes défavorisées comme Iggy Pop ou David Bowie. Des gens comme Jim Morrison sont pour eux la représentation du privilège blanc. L'élite blanche, classe privilégiée et État, discutent entre eux de comment le monde doit être habillé. Pour s'en rendre compte, il faut écouter un titre comme We Are the Dead de David Bowie ou The Passenger de Iggy Pop. Dans Walk on the Wild Side, Lou Reed parle déjà de la façon dont la notion de sacrifice est comprise à travers les différentes couches sociales. Quand aujourd'hui on parle du Club des 27, on parle d'une façon très décontractée du fameux privilège blanc. En 1974, Pamela meurt à son tour d'overdose. Elle était rentrée à Los Angeles et retournée vivre chez ses parents. Elle avait avec elle les écrits de Jim à Paris. Elle est devenue la légataire de son héritage. Elle se réveillait souvent la nuit et, depuis sa fenêtre,
Regardait les bateaux passer comme si quelque chose en elle s'était arrêté dans cette nuit du 3 juillet et l'empêchait de réorganiser sa vie. En 1978, les Doors sortent l'album An American Prayer, où dans des circonstances autres que l'album Morrison Hotel, le titre Rollhouse Blues est une des plus belles pages du rock. Mais, pour le reste, est-ce bien de la musique? Une chose paraît certaine, Jim n'aurait jamais admis la sortie d'un tel album. L'album de l'année suivante, Alive She Cry, montre une fois de plus et de trop les problèmes que les Doors eurent au cours de leur carrière. L'album Live at the Hollywood Bowl est flagrant du revivalisme dans les années 80. L'album Live in America est un essentiel des Doors. Le podcast est fini, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien, au revoir.